Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlures graves pour l'intervenant. Dans cette vidéo, je vais vous faire part d'un retour d'expérience. En faisant l'entretien d'une chaudière atmosphérique, une Creatis Prestige 13 de 200 kW, pendant l'entretien, j'ai constaté une anomalie au niveau du raccordement du transformateur acheté qui sert à l'allumage. J'ai corrigé cette anomalie, mais après la fin de l'entretien, lorsque j'ai remis la chaudière en marche, j'ai enchaîné les défauts flaps. On va voir que cette panne est très particulière et j'ai passé une demi-journée dessus. Dans la première partie de la vidéo, je montre l'intérieur de la chaudière et dans la deuxième partie de la vidéo, je montre la panne et le dépannage. Là, je viens d'ouvrir une chaudière avec un brûleur atmosphérique. Et voilà ce qu'on peut trouver dans une chaudière brûleur atmosphérique qui fonctionne au gaz naturel. On trouve un petit dépôt là. Vous voyez le dépôt là? On dirait de la cendre. Alors sur cette photo de gauche à droite, on peut voir donc à gauche le filtre gaz. Après on peut voir le régulateur de pression. Donc après on a la vanne gaz de sécurité. Et après on a le multibloc gaz. Donc dedans il y a la vanne gaz première allure et deuxième allure. Et on voit qu'en bas de cette vanne il y a un petit tuyau qui sort. Et donc ça c'est le tuyau de la veilleuse. Donc ce tuyau de veilleuse est alimenté en gaz lorsque la vanne de sécurité s'ouvre. Au niveau de la séquence de démarrage, ça se passe comme ça. La vanne de sécurité s'ouvre, en même temps le transformateur fait l'arc électrique au niveau de l'électrode d'allumage. Donc la flamme se fait, la sonde d'ionisation le détecte. Et lorsque la sonde d'ionisation a détecté la flamme, eh bien l'électrovanne de première allure s'ouvre et donc le brûleur principal est alimenté. Donc on peut voir qu'entre la ligne gaz et la nourrice, on peut voir entre les deux qu'il y a un raccord union et à l'intérieur il y a un joint. Donc ce raccord union permet au niveau de la maintenance de désaccoupler donc le brûleur de la ligne gaz. Alors lorsque l'on enlève la jaquette, on peut voir donc tout en bas la nourrice avec les injecteurs gaz. Donc tout ça, tout ce qui est en bas, c'est l'ensemble du brûleur gaz, c'est un brûleur atmosphérique. Après lorsque l'on remonte un petit peu à gauche, on voit l'électrode d'allumage, la veilleuse et la sonde d'ionisation. On peut l'appeler aussi la bougie d'allumage ou la bougie de ionisation, ça dépend des docs techniques. Après, lorsque l'on remonte un petit peu, là on voit un carré gris, donc ça c'est le poste acheté, c'est le poste transformation, c'est-à-dire que c'est le poste d'allumage. Donc c'est un poste en 5000 volts, c'est ce qui permet de faire l'arc électrique pour enflammer le gaz. Et après au-dessus on a une fiche européenne qui n'est pas utilisée telle quelle, c'est-à-dire L1, NE, T1, T2, S3, B4, donc ça sert de bornier. Après tout en haut à gauche et tout en haut à droite on voit qu'il y a des sondes qui rentrent à l'intérieur de doigts de gants. Donc là on a les sondes, la costa de surchauffe, la costa limiteur, la costa de régulation. Et une sonde de température là pour le pupitre de commande, on a un affichage de la température du primaire de la chaudière. Alors lorsque je dis des sondes, c'est pas vraiment des sondes, ce sont des thermostats donc mécaniques, c'est-à-dire qu'il y a un capillaire avec un bulbe à l'intérieur. Alors lorsque l'on démonte la jaquette, derrière la jaquette il y a le schéma électrique qui est collé dessus. Donc on peut voir, c'est un schéma électrique style électroménager, c'est-à-dire qu'on a tous les fils se croisent, ce n'est pas un schéma développé, c'est vrai que c'est des schémas qui sont pas évidents à lire, qui sont pas faciles à lire. En tout cas en dépannage, c'est pas évident de travailler avec ce type de schéma électrique. Donc lors du démontage, il y a quelque chose qui me dérange là, quelque chose qui me choque. Je vois donc le câble du transformateur qui sort et qui va sur un domino et sur la fiche européenne. Et je vois que le conducteur marron du transformateur, donc l'alimentation de 130 volts, est relié sur un conducteur bleu. Et je vois que le conducteur bleu du transformateur est relié sur un fil noir. Donc le transformateur est alimenté par le coffret de sécurité par le biais d'un bornier. Et c'est tout bête à alimenter un transformateur, il faut lui envoyer une alimentation de 230 volts. Donc comme ça me dérange de voir ça, qu'est-ce que je fais? J'inverse le bleu et le marron. C'est-à-dire que le bleu, là, on voit que le marron est sur le bleu. Eh bien le marron je vais le mettre sur le noir là qui est sur la droite, et le bleu qui est sur la droite donc le bleu du transformateur je vais le mettre sur le bornier à la place de l'ancien bleu avec le marron. Comme ça au niveau des couleurs il y a une correspondance. Alors la chaudière fonctionnait, que ça soit comme c'est un transformateur en 230 volts alternatif,
Dans les deux cas, ça marche, sauf que en faisant cette inversion-là, je vais me créer une panne. Je vais mettre du temps à la trouver, cette panne. Donc après l'entretien de la chaudière, je ne vais pas penser à ce que j'avais fait quelques heures auparavant. Car pour moi, la panne ne peut pas provenir de là. Et on va voir que la panne vient d'ici. Alors là, on peut voir le transformateur. On peut voir qu'au primaire, il est alimenté en 230 volts. Et qu'en secondaire, il sort 5000 volts. Alors sur cette photo, on peut voir un zoom sur la partie du brûleur où il y a donc l'électrode d'allumage, la veilleuse et la sonde de ionisation. On peut voir en bas donc les injecteurs gaz. Alors sur cette photo, on peut voir le pupitre de commande de la chaudière. À gauche, là où il y a marqué 1, donc c'est l'Aqua limiteur. Après, là où il y a marqué 2, c'est l'Aqua de régulation, donc la deuxième allure. Après, on voit donc cette petite pièce noire là où il y a une fente au milieu, donc ça c'est l'Aqua de sécurité, à réarmement manuel. Donc après, on a ce petit bouton, ce petit interrupteur avec le voyant rouge sur le côté, donc le voyant rouge c'est le défaut brûleur, donc défaut du coffret de sécurité, et le bouton avec le triangle c'est le bouton du réarmement, c'est le bouton de réarmement du coffret de sécurité. Après le bouton où il y a marqué 0,1, c'est l'interrupteur brûleur. Le bouton qu'il y a juste à côté avec le triangle, c'est l'interrupteur test. Et après le bouton à droite, c'est sur la dock l'interrupteur pompe. Donc on le voit en haut à droite, il y a un thermomètre qui indique la température du primaire, c'est-à-dire le départ primaire, et après en dessous on a un fusible. Après on peut voir les voyants qui correspondent aux différents interrupteurs. Alors sur cette photo on peut voir que j'ai dévissé le raccord union, d'ailleurs on peut voir dessus le joint. Sur celle-là on peut voir que je retire le brûleur atmosphérique de la chaudière. Donc on peut voir ce brûleur, il a 12 injecteurs, donc c'est bien un brûleur atmosphérique qui fait 197 kW. Donc on peut voir la taille que ça fait, un brûleur de 197 kW sur une chaudière atmosphérique. Sur cette photo, on peut voir le brûleur avec sa protection thermique. C'est la partie qui est blanche. Donc sur cette photo, on peut voir la rampe brûleur. On peut voir la nourrice avec les injecteurs qu'il y a dessus. On peut voir en bas à droite justement la prise de pression dans la nourrice. Après, on peut voir donc la rampe brûleur qui est juste au-dessus. Et la veilleuse qui est raccordée directement sur la nourrice. Alors sur ces photos, on peut voir ce qui sert à allumer le brûleur. Donc au centre, on voit l'injecteur de la veilleuse. À droite, on voit l'électrode d'allumage. À gauche, l'électrode du haut, tout en haut à gauche, c'est la sonde d'ionisation. Et juste en bas, c'est l'électrode de masse. Donc ça, c'est pour que le courant passe entre la sonde d'ionisation, la flamme et la masse. Alors entre l'électrode de masse qu'il y a en bas et la sonde d'ionisation qu'il y a en haut, ou l'électrode de ionisation, il doit y avoir 7 mm à plus ou moins 0,5 mm d'écart entre les deux. Et entre l'électrode d'allumage et le bord de l'injecteur gaz, il doit y avoir au moins 3 mm à plus ou moins 0,5 mm d'écart. Sur cette photo, on peut voir donc que le brûleur atmosphérique est sorti de la chaudière. Et on peut voir les petits dépôts sous les rampes gaz. Sur cette photo, on voit de plus près les dépôts. Et sur cette photo, là, j'ai fait un zoom sur ces dépôts. Ça ressemble à des cendres, c'est de la matière solide. Alors à l'intérieur de la chaudière, on peut voir l'échangeur, à quoi il ressemble. Donc on voit qu'il y a plein de petites ailettes. Donc un petit zoom sur l'échangeur. Donc l'échangeur, pour le nettoyer, on y accède par le haut de la chaudière, par la trappe à fumée. Il faut enlever la plaque qui est en haut de la chaudière. Et après, il faut la bonne brosse avec le bon diamètre et la bonne longueur. Et après, il faut gratter. Donc nettoyage par grattage, donc nettoyage mécanique. Alors sur cette photo, je suis en train de remonter la chaudière. Donc là, on peut voir que le brûleur est remonté. Donc là, on peut voir un petit zoom sur la partie raccord union, donc la ligne gaz et après la partie nourrice du brûleur. Donc on peut voir le joint entre les deux, donc c'est portée plate. Voilà, on le voit pas, mais il faut pas oublier de mettre de la graisse molycote. Et après tout ça, je commence à remettre le gaz et à contrôler s'il n'y a pas des fuites sur la partie amont de la ligne gaz. Et après avoir fait le contrôle de fuite sur l'amont de la ligne gaz, après je fais la première mise à feu pour continuer la recherche de fuite sur le reste de la ligne gaz. Donc là on voit la flamme.
Et donc là, elle vient de se mettre en défaut flamme. Donc sur la première mise à feu, il y a de l'air qui est dans la tuyauterie de la veilleuse, donc en principe il y a un défaut flamme, et là on peut voir que la veilleuse est allumée, donc j'avais déjà fait plusieurs allumages. Donc une fois que la veilleuse s'allume, ça veut dire que au niveau de la veilleuse il n'y a plus d'air, donc il y a du gaz. Et donc là, au moment où la vanne principale, la première allure devait s'ouvrir pour alimenter le brûleur principal, eh bien on peut voir que ça s'est pas fait, qu'il y a eu un défaut flamme. Donc là on peut déjà déduire qu'il y a un souci au niveau de la sonde d'ionisation, parce que là c'est un défaut caractéristique. Défaut flamme parce que la sonde de ionisation n'a rien détecté. Alors j'ai eu un défaut flamme, mais on peut voir que sur cette photo, donc pendant la mise à feu, on peut voir que la veilleuse donc était bien allumée. On peut voir que la sonde d'ionisation à droite, qu'elle est bien rouge, donc la sonde d'ionisation a bien l'air d'être dans la flamme. Donc je décide de la démonter, de sortir l'ensemble pour voir un petit peu les cotes. Donc je vais contrôler l'électrode d'allumage, l'électrode d'ionisation et l'électrode de masse. Et j'aurais pu aussi, avant de faire ça, mais je l'ai fait dans un deuxième temps, j'aurais pu contrôler le courant de ionisation. Donc la panne, c'est quoi? Donc là j'ai ouvert la vanne gaz, hop. Là je vais pompe primaire, pompe secondaire, chaufferie. Là on. Là 3 secondes pour acquitter le défaut. Je vais ouvrir la plaque après, on va voir si elle se met en défaut. Parce que j'ai pas encore contrôlé l'étanchéité de celui-là, le gros là. Donc là on peut voir qu'elle s'est mis en défaut. Bon, je quitte le défaut. Ok. Donc là on va voir que l'allumage se fait, l'électrode d'allumage on voit qu'elle fait son boulot. On voit tout de suite qu'il y a une veilleuse. Donc là il n'y a pas de souci. Par contre je ne sais pas si la sonde d'ionisation fait son boulot. Voilà, parce que là on l'a entendu, l'électrovanne gaz ne s'est pas ouverte. Donc là je viens de brancher mon micro-ampèremètre. Donc je l'ai mis en courant continu en forcé quoi. Donc je l'ai branché ici, j'ai ouvert le circuit. Donc ici c'est l'électrode d'allumage, ici c'est la sonde d'ionisation. Ok, donc là je raquitte le défaut. Hop là. Donc là on voit qu'il n'y a que dalle alors qu'il y a la veilleuse. Donc là on a pu voir que j'ai bien la flamme et que pourtant sur mon micro-ampèremètre j'ai 0 micro-ampère, donc ce qui est complètement illogique hein, parce que je devrais avoir quand même quelques micro-ampères. Donc bien sûr hein, j'ai regardé qu'au niveau du câblage, en tout cas sur toute la partie sonorisation au niveau électrique, les fils étaient bien raccordés. Et donc je commence à avoir un gros doute sur mon micro-ampèremètre, car ce qu'on peut voir sur la photo là c'est le mien perso que j'utilisais donc lorsque j'étais électricien d'équipement en intérim. Parce que là où j'étais, j'avais un pauvre voltmètre, j'avais un pauvre testeur là qui faisait voltmètre mais qui faisait pas la fonction micro-ampèremètre, donc quelque chose qui sert à rien quoi. Donc j'utilise le mien perso mais j'ai un doute. Et je commence aussi à avoir un doute au niveau du coffret de sécurité, peut-être qu'il a cramé. Donc avant d'appeler un collègue pour qu'il me prête son micro-ampèremètre à lui, je vais sortir du brûleur l'ensemble électrode d'allumage, sonde d'ionisation et veilleuse, et je vais faire une mise à feu à blanc. C'est-à-dire que je vais ouvrir la vanne gaz à fond et je vais la refermer juste après. Et après je vais faire la mise à feu pour justement voir si la flamme est bien là où elle doit être. C'est-à-dire au niveau de la sonde d'ionisation, et j'ai envie de voir surtout aussi là l'électrode de masse, là, savoir un petit peu où est-ce qu'elle se trouve dans la flamme. Ce que je vais faire là, c'est réservé aux professionnels, hein, donc c'est parce que c'est potentiellement dangereux. L'opération que je vais faire est réservée aux professionnels, hein, parce qu'il faut maîtriser son sujet, donc sur les brûleurs gaz et surtout au niveau de la sécurité gaz, pour éviter d'avoir un accident. Là, je vais faire un allumage à blanc, donc j'ai refermé la vanne gaz et j'ai sorti le porte-électrode, parce que j'ai envie de voir exactement si la flamme
de la veilleuse, quoi, de la veilleuse de l'allumage, et bien au niveau des électrodes. Voilà, parce que peut-être qu'il y a une merde qui s'est mise dans l'injecteur. Ok. Ouais, la flamme est pas mal là. Par contre, j'ai encore une ionisation de 1 microampère. Là, ça. Donc là, il s'est remis en marche. Donc là, on voit qu'il n'y a plus de gaz. Donc là, il s'est vraiment mis en défaut. Par contre, j'ai pas regardé mon électrovanne là, si elle s'ouvrait là. La Dungs. Voilà, donc là, je l'ai mis sur la Dungs là, l'électrovanne, gaz. Le log gaz. Donc là je dois avoir 230 volts quand la veilleuse va s'allumer. Alors bien sûr c'est un démarrage à blanc toujours, van gaz fermé. Donc là ça a l'air d'être bon, mais là j'ai pas de jus là. Donc ça c'est le temps de sécurité. Putain. Bon alors, ou alors j'étais pas sur la bonne borne. Je vais refaire un test. Non, cette putain d'électrovanne ne s'allume pas quoi. Elle a un peu cette flamme là. Putain. Donc là pour moi c'est soit le coffret de sécurité qui est mort, ou soit c'est mon testeur qui déconne. Voilà, donc j'ai un doute sur les deux, et donc pour m'assurer que ça ne soit pas mon testeur qui m'indique une valeur erronée, j'appelle donc un collègue pour qu'il me prête son testeur et je lui explique mon problème. Car dans la chaufferie, je n'ai pas de coffret de sécurité de secours, ce qui m'aurait permis de faire le contrôle du coffret de sécurité. Et là, le collègue me dit comme ça qu'il y a quelques années, il avait ce site et qu'il connaît le problème. Et là, le collègue me pose la question, t'aurais pas touché au transformateur acheté? Et donc j'ai fait l'inversion des deux conducteurs parce que les couleurs ne correspondaient pas au niveau de la logique électrique. Et il me dit qu'il connaît le problème parce que il a déjà eu cette chaufferie il y a plusieurs années et qu'il s'était déjà cassé les dents dessus. D'ailleurs, on le voit au niveau de la fiche européenne, les conducteurs sont en vrac, donc il y a déjà eu des interventions dessus. Donc il arrive, il met son testeur, donc on voit que le câblage tel qu'il est, on a bien 0 microampère, donc un défaut flamme au niveau du coffret de sécurité. Alors qu'il y a la flamme, pourtant on a pu le voir qu'il y a la veilleuse et que la sonorisation est bien dans la flamme. Et donc je décable, je remets les câbles comme ils étaient avant, c'est-à-dire avec les couleurs qui ne correspondent pas là. Et donc là, la mise à feu, je vois que ça fonctionne. Donc là on voit la sonde d'ionisation. Je me mets en continu. Donc ça y est, ça fonctionne. Donc j'ai que 5 microampères. Donc la panne en réalité c'est vraiment une panne de pervers, un truc que j'avais jamais vu. Donc la panne c'était quoi? C'est pas compliqué. Donc j'ai coupé la chaudière. Donc comme on avait pu le voir tout à l'heure lorsque je branchais mon microampèremètre, donc que ça soit que je mette le plus ici ou le moins ici, hein, j'aurai quand même une valeur d'ionisation mais avec un moins devant. Donc ça c'est pas le souci. Donc j'avais douté du fonctionnement de mon testeur, en réalité il marche bien. Donc ce qui s'est passé c'est que quand j'ai démonté la rampe gaz pour faire l'entretien, j'ai vu qu'ici là le transformateur acheté, il est ici. Vous voyez que le marron il est avec le bleu et le bleu il est avec le noir, c'est-à-dire la phase. Donc moi, bon comme je suis un électricien, hein, ça me faisait chier de voir le marron avec le bleu. Donc j'ai voulu mettre le bleu, donc le neutre du transfo avec le neutre de la chaudière, et le marron donc avec la phase classique. Quoi, la phase, le retour qui alimente ça. Si je mets le bleu avec le bleu et le marron, donc avec ce fil là, ben j'ai 0 microampère en ionisation. Et si j'inverse ces deux fils, donc c'est à dire que si je mets le neutre du transfo avec le retour, la phase, et le marron avec le neutre de la chaudière, j'ai de nouveau un courant de ionisation qui apparaît. J'ai jamais vu ça et c'est vraiment une panne. Le transformateur, on pouvait le voir, il fonctionnait. Hein.
Alors comme on a pu le voir, lorsqu'on branche le transformateur dans un sens, on a un courant d'ionisation qui est de 0 microampères. Et lorsqu'on le branche dans l'autre sens, on a un courant d'ionisation qui est de 5 microampères. Et donc on voit que la chaudière fonctionne correctement, que le brûleur fonctionne correctement, et donc que le coffret de sécurité ne détecte pas de défaut flamme. Et donc il autorise la chaudière à fonctionner. Donc le problème viendrait donc du transformateur. Donc un transformateur, le primaire du transformateur acheté est alimenté en monophasé, donc théoriquement quand on le branche dans un sens ou dans l'autre ça devrait marcher. D'ailleurs l'arc électrique se fait. Par contre là où il y a un souci c'est au niveau du courant ionisation. Et donc les coffrets de sécurité sont sensibles au raccordement de leur alimentation. Donc les coffrets de sécurité sont alimentés en monophasé. Et on peut le voir dans toutes les documentations et même dans tous les bouquins qui traitent des brûleurs. C'est marqué en gras que là où il y a marqué donc le L sur un brûleur de sécurité, il faut brancher la phase. Et là où il y a marqué le N, il faut brancher le neutre. Et ça c'est quelque chose d'hyper important à cause du relais de flamme qu'il y a dans le coffret de sécurité. Donc c'est l'appareil et l'électronique à l'intérieur qui permet de savoir s'il y a une flamme ou pas. Car si on branche là où il y a marqué L sur le coffret de sécurité, si on branche le neutre et donc si au neutre on branche la phase, et bien sur les petits brûleurs on aura un défaut flamme instantanément. Sur les brûleurs qui ont des coffrets électroniques dernière génération, le brûleur se mettra en défaut, il y aura un code défaut. Et sur les brûleurs avec un LFL1, ça dépend. La mise à feu pourra se faire, mais la courant sera normale et il y aura des défauts flammes intempestifs. Donc là, je vais lire ce qu'il y a écrit dans mon livre La technique des brûleurs à air soufflé de Queneau. Le fonctionnement de la sonde de ionisation. Alors, les propriétés électrochimiques. Parmi les propriétés électrochimiques de la combustion, nous retiendrons pour le contrôle de la présence de la flamme le phénomène déjà évoqué dans l'étude de la cellule UV, l'ionisation. Dans une flamme, cette ionisation est due à la décomposition des atomes de gaz en ions et en électrons. À partir du moment où il y a présence d'électrons libres, il peut y avoir passage de courant. Il suffit alors, pour contrôler la présence de la flamme, d'essayer de faire passer un courant électrique à l'intérieur de cette flamme. Si le courant passe, c'est qu'il y a une flamme. Dans la pratique, on installe dans la flamme un fil d'acier isolé de la masse par une porcelaine et appelé électrode de ionisation ou sonde d'ionisation. Une tension alternative de l'ordre de 220 volts est appliquée entre la sonde d'ionisation et la masse du brûleur représentée par le déflecteur et l'embout. En raison de l'alternance du courant, le passage des électrons libres va se faire entre la sonde et la masse, puis entre la masse et la sonde. On remarque que le courant électrique est élevé si la sonde d'ionisation présente une tension négative envers la masse du brûleur. Le courant électrique est faible si la sonde d'ionisation présente une tension positive envers la masse du brûleur. Cette différence de courant obtenue pour une tension de sonde positive ou négative est dénommée effet de polarité ou effet redresseur. Elle se traduit par un courant redressé de la forme approximativement représentée sur cette figure. Cet effet redresseur ne peut réellement exister que si la surface de la sonde est plus grande que celle de la masse. Dans la pratique, il y a lieu de bien considérer quelques paramètres. Donc l'emplacement de la sonde dans la flamme, la longueur et la forme de la sonde, et le type de combustion, c'est-à-dire type de combustion optimale en excès d'air ou en défaut d'air. Pour ce qui concerne la sécurité, l'effet redresseur de la flamme est un phénomène intéressant puisque, comme c'est le cas pour la cellule UV, le système de traitement de l'information n'accepte qu'un courant redressé, ce qui fait que si la sonde d'ionisation ou le conducteur de liaison est accidentellement en contact avec la masse, le défaut sera constaté. Donc un petit complément sur la construction des sondes d'ionisation. Les sondes d'ionisation sont principalement constituées d'un fil métallique en Kanthal, donc ça s'écrit K-A-N-T-H-A-L, et d'une porcelaine très dure, la stéatite. Donc on emploie les sondes d'ionisation pour la surveillance des flammes des brûleurs à gaz de petite et de moyenne puissance jusqu'à 4000 kW. Elle n'est pas applicable au fioul car le dépôt de liquide imbrûlé l'isole immédiatement. La sonde d'ionisation apporte une sécurité supplémentaire si la flamme n'est pas correctement accrochée au déflecteur, ce qui est le signe d'une mauvaise combustion. La détection ne peut se faire par l'impossibilité de passage du courant car la sonde n'est plus dans la zone de réaction. Donc voilà pour la sonde d'ionisation. Donc à mon avis ce qui s'est passé sur cette chaudière. Pourtant je l'ai contrôlé au niveau de sécurité, le neutre est bien branché sur le neutre du coffret de sécurité, la phase, donc le neutre de 130 volts est bien branché sur la phase du coffret de sécurité. Alors combien j'ai eu d'interventions sur cette chaudière, peut-être que des fils à l'intérieur ont été inversés, je ne sais pas.
voire même au niveau du coffret d'alimentation de la chaudière. Je me rappelle plus si j'avais contrôlé ça, la polarité des conducteurs. Et donc c'est ce qui fait que lorsque j'inverse mon transfo, à un moment donné, ça fout le bordel sur le courant ionisation et ça me crée un défaut. Donc c'est vraiment un défaut difficile, un défaut de pervers, parce que si j'avais fait un devis pour changer le coffret de sécurité au client, je l'aurais changé et le défaut aurait été toujours là. Si j'avais changé le transformateur avec le même câblage, probablement que le défaut serait toujours là. Donc c'était vraiment une panne difficile. Sachant que les symptômes montraient vraiment un défaut flamme, hein, c'est-à-dire qu'on avait l'arc électrique, la combustion au niveau de la veilleuse et un arrêt en sécurité. Donc si un jour je dois avoir ce type de panne encore, et bien si un jour je dois avoir ce genre de panne à nouveau, et bien je me souviendrai de celle-là et justement d'aller faire un petit tour au niveau de l'alimentation du primaire du transformateur acheté. Donc voilà pour cette petite vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo.